Bonjour à tous, bienvenue sur N10. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël et que vous êtes prêts pour cette nouvelle année. Moi, je suis prêt pour cette nouvelle année. Il y a plein de projets qui vont arriver. Des projets, on va parler des Jeux Olympiques, on va parler d'anecdotes, on va parler de plein de choses. Ça va être vraiment super, des surprises, des débats, des réussites. Et surtout, on va faire un point aujourd'hui sur les nouvelles de la semaine. Alors, il y a eu énormément de choses pendant ces vacances de Noël. Je vais pas pouvoir tout vous dire, donc on va dire que je vais prendre la semaine dernière et quelques aspects qui ont été intéressants pendant ces vacances-là, pendant cette petite pause. Avec la grande vague de froid qui traverse le pays cette semaine, parlons du ski, parlons du biathlon en premier, et avec des courses féminines ce week-end à Oberhof en Allemagne. Bon bah là c'est une pure réussite hein, de la part des Françaises avec cette poursuite à Oberhof samedi et une victoire de Julia Simon excellente. Et c'est un doublé car elle est suivie de Justine Brezaz-Bouchet. Donc on voit que la relation en dehors des skis n'entache pas sur les performances de ces deux skieuses, de ces deux biathlètes. Peut-être une sorte de concurrence finalement se lie entre les deux et ça a l'air de plutôt bien fonctionner en tout cas pour les résultats au niveau français pour les performances. Surtout qu'avec cette victoire de Julia Simon, un record est battu parce que sur les 10 premières courses de biathlon féminine depuis le début de la saison, il y a 7 victoires françaises. Il y en a 2 de Lou Jean Monod, 4 de Justine Brezaz-Bouchet et une de Julia Simon. Donc c'est vraiment l'hégémonie du biathlon féminin français. Surtout, en plus de ça, hier a eu lieu le relais avec une victoire française. On voit la force du collectif de cette équipe, que c'était pas seulement individuellement qu'elles réussissent, et elles ont devancé les Allemandes, les Norvégiennes, les Italiennes, tout ce que vous voulez. Les Françaises étaient vraiment au-dessus du lot hier. Et voilà, c'est une force du collectif qu'on ne retrouve pas chez les hommes, hein. J'ai l'impression de me répéter chaque semaine, mais c'est toujours très compliqué pour eux. Le relais a été un fiasco. Certes, c'était dans des conditions difficiles, mais c'est dans des conditions difficiles pour toutes les équipes. Donc, au début, avec Fabien Claude de l'équipe de France menait, mais ensuite le tir, c'était pas du tout là, surtout ensuite avec Émilien Jacquelin à l'image de sa saison qui n'a pas bien tiré du tout. Et voilà, et du coup, et la France est derrière. Et puis voilà, ce relais masculin a été gagné par les Norvégiens. 3 sur 3 cette saison en relais. Les Norvégiens surclassent totalement les autres nations et la France. Ce qui est rare finalement chez les hommes, on avait quand même depuis plusieurs années vraiment des choses très intéressantes, beaucoup de régularité dans les performances, que ce soit collectivement et individuellement. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'on a une aussi grande baisse de régime en fait du côté des Français. Le biathlon, je pense qu'on a tout dit, on peut maintenant passer au ski alpin. On peut noter la victoire de Petra Vlhova au slalom de Kranjska-Gora. Tranquillement, elle a surclassé tout le monde, Shivrina enfourché, donc ça lui a peut-être facilité la tâche, mais en tout cas, Petra Vlhova qui gagne un peu moins que l'année dernière, et donc ça va sûrement lui faire du bien cette victoire. Et chez les hommes, c'est Manuel Feller qui remporte le slalom. Voilà pour les deux équipes qu'il y a eu ce week-end. Les Français n'ont pas excellé. Alexis Pinturo n'a toujours pas fait de podium cette saison. On en attend un peu plus de sa part. À chaque fois, je le dis, hein, que ça va arriver, ça va arriver. Mais c'est un autre Français qui nous a fait rêver pendant ces vacances de Noël. Je vous avais parlé de lui il y a de ça 2-3 semaines, hein, quand il avait fini quatrième de la course. J'avais dit qu'il allait monter en puissance, qu'on sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et bien oui, la magie a opéré parce qu'il a gagné le slalom de Bormio. Et c'était vraiment fantastique parce que c'est une première victoire pour lui dans sa carrière alors qu'il a 29 ans. Et beaucoup d'experts, ou en tout cas beaucoup de personnes, disent que, à l'image de Luc Alphand, son glorieux aîné, eh bien, il va peut-être commencer sa carrière finalement à 29 ans et pourquoi pas faire de nombreux podiums, de nombreuses victoires, parce qu'on sait que la descente c'est beaucoup de maturité, beaucoup de mental finalement. Et puis voilà, il a le physique pour de toute façon, donc on n'en doute pas, mais en tout cas c'était la nouvelle, la surprise des vacances de Noël. Et on espère qu'on va pouvoir parler, en tout cas je l'espère, qu'on va pouvoir parler de nombreuses victoires de Cyprien Sarrazin dans ces podcasts. Voilà pour les sports d'hiver. Donc, ce qui nous intéresse surtout cette année, c'est la rentrée du tennis. C'était la rentrée du tennis avec bientôt l'Open d'Australie qui va commencer. Là, c'est déjà les qualifications et les choses sérieuses vont commencer. C'est très excitant. Il y a plein de choses qui vont se dérouler. Il y a les qualifications, bien sûr, qui n'ont pas eu lieu cette nuit puisqu'il a plu, mais qui vont avoir lieu dès demain. Et il va se passer tellement de choses. Et d'ailleurs, les qualifications de l'Open d'Australie
peut-être pour teaser mon prochain épisode qui va soit sortir aujourd'hui, soit sortir demain, en tout cas qui va sortir très prochainement. Il faut que je me dépêche parce que c'est un épisode que je voulais vous sortir depuis très longtemps. Je veux vous parler de Jules Marie, le tennisman français qui buzz sur YouTube, qui buzz sur les réseaux sociaux, parce que il était classé à la millième place, même au-delà, en 2022. Et aujourd'hui, avec sa 226e place, il réussit à se qualifier pour les qualifs de l'Open d'Australie. Il va jouer contre Benoît Paire cette nuit, donc on espère qu'il va passer. En tout cas, ça serait vraiment mérité pour lui. Et puis, vous pouvez le suivre sur YouTube, c'est vraiment fantastique ce qu'il fait. Il montre tous les coulisses de la vie de tennisman finalement. Et puis moi je vais vous faire un épisode sur lui, sur son comeback, parce qu'il avait arrêté le circuit ATP en 2015 pour le reprendre en 2021. Et il a réussi à gravir une montagne finalement pour pouvoir se qualifier et réaliser son rêve et pourquoi pas continuer pour les prochaines compétitions. Donc il y a un épisode sur Jules Marie qui va sortir cette semaine, peut-être aujourd'hui, peut-être demain. De toute façon, je vous tiendrai au courant sur la page Instagram. Mais cette année, c'était aussi, dans cette nouvelle année, le retour de Rafael Nadal à Brisbane. Beaucoup de personnes attendaient ça. Il a été très convaincant face à Dominic Thiem. Il y avait vraiment un très bon niveau de jeu. Dans le premier set, les deux joueurs, vraiment, c'était un match du top 10 mondial finalement. Et puis après, au deuxième set, Dominic Thiem a eu beaucoup de mal, physiquement aussi. Et ensuite, Nadal a battu Jason Kobler dans le deuxième match. C'était aussi très convaincant. Et ensuite, son troisième match, il s'incline face à Thompson au troisième set. Beaucoup de fatigue, on a senti. En tout cas, au niveau du jeu, au niveau de la prestance, tout ça, c'est vraiment un retour réussi au niveau technique. Il envoie un message à tout le monde. Mais voilà, physiquement, ça inquiète hein, parce qu'on a appris hier qu'il était blessé, qu'il s'était blessé, que ses adducteurs sifflaient. Donc ça risque aussi de lui enlever un peu sa confiance. Peut-être qu'il aille à reculons pour les prochaines compétitions. Mais bon, on sait que son objectif, c'est surtout Roland-Garros, que c'est peut-être les Jeux Olympiques ou d'autres compétitions bien plus tard. Donc je suis assez mitigé sur ce retour. Il y a des choses qui sont positives, il y a des choses qui sont négatives, mais voilà, c'est pas un retour parfait. Euh, Bien sûr, c'est sa blessure hein, qui vient entraver tout ça. Et à Brisbane, c'est Dimitrov. C'est Dimitrov qui a gagné face à Rune. C'était quand même une surprise, parce que ça fait 6 ans que Dimitrov n'avait pas gagné de compétition de tennis. Donc ça fait vraiment plaisir pour lui, parce qu'on a vu hein, déjà son niveau de jeu. Fin 2023 était vraiment magnifique. Il a fait des matchs splendides et avec un niveau de jeu énorme. Donc on s'attendait à ce que Dimitrov soit bon, mais de là à battre Rune avec des points vraiment majestueux. Donc on s'attend à un gros Dimitrov cette saison. En tout cas, ce qu'il a montré là à Brisbane, c'était fantastique. Et il y avait aussi une compétition à Hong Kong avec Andrei Rublev qui a gagné face à un étonnant Rusevori hein, qui a réussi à se hisser jusqu'en finale alors que pourtant son premier match était assez disputé face à Benjamin Bonzi. Mais il avait perdu le premier set d'ailleurs. Il a réussi à se hisser jusqu'en finale et Rublev qui a fait le travail 6-4, 6-4 en finale et il y a pas eu de match finalement entre ces deux joueurs. On va sortir des cours de tennis, sortir de la neige, on va plutôt aller dans l'eau avec cet euro de water-polo. Alors c'est un euro de water-polo qui est en même temps féminin et masculin puisque ils ont décidé de faire les deux euros en même temps. Donc on va plutôt parler des hommes pour l'instant avec les JO qui approchent. Donc c'est une équipe de France qui progresse constamment, qui essaye et qui a commencé à titiller déjà les grosses équipes dernièrement cet été au championnat du monde de Fukuoka. On a vu qu'ils avaient titillé les Espagnols, qui avaient vraiment des choses très positives. Euh, et là, c'est plus compliqué. Ça commence mal pour l'équipe de France avec deux défaites contre le Monténégro et la Croatie. Bon, après, le Monténégro et la Croatie, c'est deux équipes qui sont vraiment très solides, qui sont très difficiles à battre. Maintenant, on va voir les autres résultats. La qualification est encore possible pour l'équipe de France. Alors, pas directement en quart de finale, mais en tout cas, ils vont peut-être pouvoir encore faire quelque chose. Du côté des femmes, les féminines, c'est un bilan de une victoire sur 3 matchs, donc c'est pas non plus fantastique, mais bon, on sait que elles aussi, elles sont en nette progression, hein. Elles avaient fait un quart de finale la dernière fois au championnat du monde, et c'était la première fois que ça leur est arrivé depuis très très longtemps, ou même peut-être la première fois de l'histoire, si je me trompe pas. Et bon, après, on sait que pour cet euro féminin de water-polo, c'est plutôt les Pays-Bas, l'Espagne qui sont favorites, ou même peut-être la Grande-Bretagne. Mais on espère une équipe de France qui va pouvoir se qualifier peut-être en huitième, en quart de finale. Ça serait très positif. Et bon voilà, tout ça c'est des tests pour l'équipe de France qui va devoir aller shipper au JO
peut-être des quarts de finale, demi-finale, ça serait pas mal, surtout pour les hommes, parce qu'on sait que symboliquement, le water-polo, c'est vrai que c'est pas un sport qui est très regardé en France, pratiquement pas, on peut le dire. C'est un sport qui n'est pas très connu en France, alors que dans les pays méditerranéens, ou dans les Balkans, ou dans les pays d'Europe centrale, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très regardé, qui est vraiment prisé. Mais pourtant, symboliquement, pour l'équipe de France, ça serait fantastique parce qu'on sait que le premier titre olympique collectif de l'histoire de la France, c'était en water polo. Donc, euh, donc il faudrait peut-être montrer à tout le monde que le premier titre collectif de la France, c'était dans ce sport. Mais on espère. On espère, franchement, il y a vraiment un énorme travail hein, qui est fait à la Fédération française de natation et donc de water polo pour reconquérir ce sport en tout cas. Et un gros travail des coachs, des joueurs, et même au niveau des clubs avec le CN Marseille qui réussit à recruter des joueurs de renommée mondiale, comme je sais pas moi par exemple Christian Manhertz, le Hongrois, des choses comme ça. Donc c'est vraiment on sent que le water polo français commence à se développer, mais bon, il faudrait déjà plus de clubs localement pour que ça se développe en profondeur, parce qu'il y a encore trop peu de clubs en France. Outre le water polo, le tennis, le ski, on peut peut-être parler de la Coupe de France, parce que c'est quand même l'événement du week-end. Il y a eu énormément de choses, bon, bien sûr, d'innombrables matchs pour tous les clubs français. Alors, on a eu quelques surprises, mais surtout des grosses équipes hein, qui ont mis des tollés, comme Lille par exemple, hein, qui a gagné 12-0 contre les Golden Lions. Alors les Golden Lions, c'était une équipe d'outre-mer, donc les pauvres, ils ont fait le déplacement pour ça, mais ça va être sûrement très enrichissant pour eux, et c'est ce qu'on aime dans la Coupe de France, c'est ces partages, ces surprises, et puis, euh, et puis ce défi hein, auquel s'accrochent les petites équipes. Alors par exemple, Thionville a failli surprendre Marseille, hein, parce que Marseille n'a gagné que 1-0 face à Thionville. Mais bon, après, ces petites équipes-là, elles sont heureuses d'affronter des joueurs de renommée mondiale. C'est vraiment une grande fête, la Coupe de France. Et puis, pour les clubs, c'est aussi très intéressant parce que quand la prime du match leur est reversée, je pense que ça les aide énormément. Il y a aussi eu le match du PSG contre Revel. C'était unanime, hein, ils ont tenu les 10-15 premières minutes, Revel, et ils ont eu deux trois occasions. Alors, ils avaient une manie, c'était de vouloir lober le gardien. Je n'ai pas trop compris cette tactique. Mais en tout cas, au début, ils auraient pu surprendre le PSG. Franchement, il y avait des choses très intéressantes. Et puis après, au bout de 15, 16, 17 minutes, là, c'était euh, là, c'était euh, là, c'était assez compliqué pour le S Revel. Et puis après, le PSG a déroulé son jeu. Bon, c'était pas bien, pas si compliqué que ça. On va pas se le cacher. La surprise aussi, c'était Lorient qui continue sa chute, qui continue sa descente aux enfers, parce que même contre Sochaux, ils ont perdu en Coupe de France 2-1. Un but à la dernière minute de Sochaux. Donc, euh, donc c'est vrai que c'est la descente aux enfers pour les Lorientais, mais Sochaux qui reprend, qui fait une espèce de petite revanche, parce que bah voilà, on sait que cet été ils ont été relégués en national, que c'était vraiment une période très compliquée pour ce club, donc c'est une petite revanche pour cette équipe qui l'a mérité, parce que ce match était vraiment bien de leur part, je trouve. Il y a eu des choses vraiment très intéressantes. Alors des deux côtés, Lorient avait commencé à mener au score, mais ensuite Sochaux a réussi à créer la surprise. Mais voilà, après, voilà, donc comme je peux vous le dire, voilà, Toulouse a gagné 3-0 face à Chambéry, pas de surprise. Rouen a battu Loup en Cuiseaux. Et c'est Saint-Priest hein, qui sera le petit poussé maintenant de cette équipe, la S Saint-Priest, et qui ont gagné 5-3 contre Feur. Ça va être vraiment bien. Ensuite, on a eu quoi d'autre comme match? Bergerac a gagné face à Libourne, Bergerac, une équipe de National 2. Rennes a gagné face à Guingamp, Lyon a gagné face à Pontarlier, Le Havre a battu Caen, Reims a battu Dinan-Léon. Donc finalement, on n'a pas eu énormément de surprises. D'habitude, on a deux surprises vraiment énormes. La seule vraie surprise, c'est peut-être Sochaux-Lorient, parce que bon, Sochaux était quand même en national, Lorient était en Ligue 1. Le Paris FC a battu l'OAC, Trélissac a battu Fabrec. Donc on a encore beaucoup de petites équipes, hein, donc ça va être très intéressant de le suivre. Dunkerque a gagné face à Saint-Omer. Malheureusement, les Herbiers est déjà sorti. Les Herbiers, on sait que beaucoup de Français sont attachés à cette équipe depuis leur parcours en 2017, si je ne me trompe pas. Nice a battu Auxerre au tir au but. Voilà, Boulka, le gardien de Nice, a encore montré qu'il ne perdait jamais de séance de tir au but. Laval a battu Dieppe. Voilà, il y a eu vraiment des choses plutôt logiques dans cette journée de Coupe de France. Et puis voilà, je ne sais pas si je vous ai dit le score pour PSG Revel, c'était 9-0.
Bon, hein, rien de bien compliqué pour cette équipe. Voilà pour la Coupe de France, de quoi je peux vous parler encore? Je peux vous parler peut-être de rugby, vous faire un petit point sur le classement de top 14. Si vous voulez, je sais qu'il y a eu un gros match entre Toulouse et Lyon où Toulouse a gagné 45-0. C'était inattendu au niveau du score en tout cas. Montpellier a battu Toulon. Il y a eu un match nul aussi. C'est rare quand même entre le Stade Français et Clermont. Voilà, des victoires du Racing, des victoires de Bordeaux-Bègles. Donc ce qui nous fait quelques changements au niveau du classement avec le Racing 92 en première place, Bordeaux-Bègles en deuxième, le Stade Français en troisième et Toulouse qui remonte un petit peu avec sa quatrième place et donc face à Toulon qui est cinquième. Et voilà, c'est toujours Montpellier hein, qui est en difficulté derrière, tout comme Lyon. Voilà pour le top 14. Voilà pour le rugby, le foot, je pense qu'on a fait plein de choses. Alors je sais qu'en ce moment il y a le Dakar, bon, j'ai pas trop suivi. Je sais que Peter Ancel a encore gagné, je crois, sa 50e victoire d'étape sur le Dakar, donc ça c'est fantastique. Euh, mais c'est vrai que je suis pas non plus un expert de ce côté-là. Voilà, il y a eu d'autres choses, mais qui m'ont pas forcément été si importantes que ça. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast d'actualité. Alors là, il y aura le début de l'Open d'Australie, les qualifs de l'Open d'Australie. Il y aura du tennis à foison hein, en ce début de rentrée, c'est quand même un grand chelem. Il y aura bien sûr du ski, il y aura toujours du foot avec la reprise de la Ligue 1, du ski alpin, du biathlon comme je l'ai dit. Je vous notifierai de cet Euro de water-polo. Euh, et puis voilà, il va aussi y avoir du handball bientôt avec l'Euro qui va bientôt commencer. Et tous les championnats qui reprennent. Donc voilà, énormément de choses à venir pour cette année. Moi, je vous donne rendez-vous aujourd'hui ou même demain pour un épisode sur Jules Marie, comme je vous l'ai déjà dit. J'espère qu'il va vous plaire. Celui-là, je vais essayer de vous parler de son histoire, je vais essayer de vous parler de ses futurs projets, enfin, de plein de choses. Et donc je vous donne rendez-vous aujourd'hui ou demain pour l'épisode sur Jules Marie. Il va aussi y avoir des épisodes sur mon projet hein, des pays efficaces au JO dont je vous avais déjà parlé, sur plein de choses, sur des anecdotes. Donc soyez attentifs. En tout cas moi je vous mets tout sur le compte Instagram elanolis.podcast. Donc abonnez-vous aussi au compte Instagram. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, si vous m'écoutez sur Spotify, allez vous abonner à la chaîne YouTube, ça ferait plaisir aussi. Puis si c'est plus simple pour vous, c'est comme vous voulez. En tout cas, je voulais vous remercier parce que sur Spotify, on est déjà à 15 abonnés. Donc, pendant les vacances, j'ai pas sorti de podcast et pourtant j'ai eu quelques abonnements, donc ça fait plaisir. Sur YouTube, j'en ai 10, donc pourquoi pas arriver à 15, 20, 30 d'ici la fin du mois. Ça serait plutôt pas mal. Merci à tous de m'avoir écouté. On se donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour le podcast d'actualité et pourquoi pas aujourd'hui ou dans la semaine pour le podcast sur Jules Marie. Bonne journée à tous, bonne semaine et à bientôt sur Elano 10.